Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit un dédicace à Luc-Michel Fouassier pour Les Pantoufles, paru chez l'Arbre Vengeur et disponible aujourd'hui aussi en folio. Bonjour Luc-Michel. Bonjour. Ça va? Ça va, à l'aise, on est bien, mais plus. Pas la languette sous les talons? Non, non, là on se tient, on est comme en interview, on va quand même Parce que faire dans les l'interview livres quand civilisée. même, il y a tout un discours sur la languette. Bah, la pantoufle, à porter, c'est tout un art quand même. Ça s'adresse pas aux béotiens, il faut quand même un petit apprentissage. Donc on commence gentiment avec la languette rentrée, et puis à la fin on est pantouflard à fond, et surtout charentaise à fond. Donc on relève la tige arrière et on les porte décemment. Moi je suis un petit peu plus relâchée, carrément les Ouais, talons ouais. libres. Non, non, moi ça va. Bon, on peut éventuellement la retirer quand même de temps en temps, ça Oui, décontracte. ça Mais, va. mais non, mais on s'y habitue, hein. Oui. Oui, donc on explique quand même à nos lecteurs pourquoi cette introduction pour les moins Et ça, originale. je me suis mis dans la situation de mon personnage principal, le héros du livre, qui en fait est pressé le matin, il cherche ses clés, ses affaires, et dans la précipitation, il claque la porte de son appartement. Les clés sont restées à l'intérieur. Et au bruit que font ses pas sur le palier, il s'aperçoit qu'il est en costard-cravate, mais qu'il a gardé ses charentaises aux pieds. Et il l'appelle pas un serrurier. Non, ce serait... Voilà, le livre s'arrêterait là. Donc, Il s'achète pas des non, pompes. non plus. Il n'a pas le temps, il doit passer à la poste, un courrier urgent à poster. Et puis surtout, il a une réunion extrêmement importante dans l'entreprise où il travaille. Et une réunion brainstorming, c'est très à la mode, ces réunions-là. Et donc il y va chaussé de ses pantoufles. Et c'est le début de l'histoire, et c'est le début du grand changement qui va toucher sa vie. Parce que le regard des autres sur une personne en pantoufles, costard-cravate est différent que... Ça change le regard des autres, évidemment, parce qu'on ne s'attend pas à trouver quelqu'un comme ça en pantoufles et en costard-cravate, surtout dans des réunions aussi importantes, où le paraître est extrêmement important. Et lui, s'il va assumer la chose, et pas seulement dans cette réunion de travail, parce qu'il va, à la suite de cette réunion qui se sera finalement bien passée pour lui, et il va adopter définitivement les pantoufles, du moins pour quelques jours. Il va prendre une chambre à l'hôtel et garder ses pantoufles et faire volontairement un pas de côté, se mettre un petit peu en marge de la société. Et donc, dans la suite du livre, il va côtoyer les personnes qu'il côtoie habituellement, ses amis, sa famille, collègues de travail, mais avec ses pantoufles aux pieds. Donc, le regard de toutes ces personnes-là va changer sur lui. Et lui aussi va se rendre compte que son regard change petit à petit sur le monde qui l'entoure. Ça lui donnera quand même un peu plus d'acuité, un regard un peu plus perçant sur le monde qui l'entoure. Et c'était quand même le principe au départ de ce livre, c'est de parler de la société qui nous entoure et de montrer un petit peu à quel point elle peut nous imposer ses dictates, nous imposer un petit peu ses règles, alors qu'on n'est pas obligé de les suivre finalement. Et il gagnera même son premier match de tennis. Et oui, 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 un match de tennis très étonnant que j'ai eu plaisir à décrire d'ailleurs. Là encore, on est bien loin des Agassi, Nadal, etc. Là, c'est un jeu moelleux en pantoufle, mais qui va lui permettre de gagner ce match, parce que la pantoufle et la charentaise peut se porter aussi très bien sur un court de tennis. Et déstabiliser l'autre et déstabiliser l'adversaire. Donc, et c'est un peu le jeu du livre, c'est-à-dire que je voulais un personnage qui apporte quand même un petit peu, qui soit un petit peu un grain de sel, un grain de sable plutôt, dans le monde qui nous entoure. Donc, Moelleux, ça vous plaît bien ce mot? Vous avez déjà aussi défini votre protagoniste comme un révolutionnaire moelleux. c'est le cas. Je voulais un personnage qui s'oppose, mais l'opposition violente, c'est pas trop mon truc. Je voulais montrer qu'on peut avoir une opposition, mais une opposition qui soit calme, pacifique, mais déterminée. Ça n'empêche pas d'être déterminé. Et on obtient souvent beaucoup plus de choses qu'à s'opposer frontalement. On prend moins de risques et on peut obtenir de belles choses. Donc, et ça va aussi dans la lignée d'artistes ou d'écrivains que j'admire.
J'aime bien écouter du Georges Moustaki. J'en parle d'ailleurs dans le livre. J'aime bien la façon dont Bartleby, dans le roman le très court roman, ou la longue nouvelle peut-être d'Herman Melville, j'aime bien la façon dont le personnage de Bartleby s'oppose en disant à son supérieur hiérarchique la phrase mythique « I would prefer not to », je préférerais ne pas. Mais cette révolution moelleuse, elle est quand même aussi un peu dangereuse. Ah bah, de toute façon, c'est un livre d'opposition. C'est un livre quand même qui est un livre un petit peu critique, un livre poil à gratter. J'en veux pour preuve un des passages où, à un moment donné, j'évoque une caissière qui se fait rabrouer parce qu'au moment de Noël, elle ne sourit pas assez aux clients. Et donc, un des personnages qui est dans le livre décide à partir de ce jour-là de ne plus jamais sourire de sa vie si on l'oblige à le faire. Donc là, je m'attaque quand même à la société commerciale, à la société du paraître, et donc voilà. Je critique aussi la réunion brainstorming. C'est pas pour rien que j'ai mis une réunion brainstorming, parce qu'on est manipulé comme des marionnettes bien souvent. Et donc ce livre-là, c'est un livre d'opposition et d'appel un petit peu à la rébellion. Et donc, c'est un livre aussi un petit peu critique, une critique moelleuse, une critique avec de l'humour, parce que je trouve qu'il y a quand même une élégance à critiquer avec l'humour, mais c'est un livre avant tout quand même un peu critique sur notre société, oui. Ces formats courts, vous venez de parler de nouvelles ou de longues nouvelles ou de courts romans, ça vous plaît les formats courts? Oui, parce que je pense que le fait délibérément de choisir d'écrire un livre sur un format court amène à une certaine exigence, parce que là, on n'a pas le droit au gras, tout doit être efficace finalement. Hein. Là, il ne peut pas y avoir de ventre mou dans le livre, dans un livre court de 100-120 pages. Il faut essayer de faire en sorte que chaque page soit utile. Je ne sais plus quel auteur disait que finalement, dans un bon roman, je crois que je suis pas sûr, hein, mais il me semble peut-être que c'est Albert Cossery qui disait ça. Auteur aussi que j'aime beaucoup, qui avait écrit Les Fainéants dans la vallée fertile, Mendiant et orgueilleux, etc. Et donc il disait que dans un roman, chaque phrase doit contenir le roman. Chaque phrase doit contenir le roman. Il ne doit pas y avoir de phrase gratuite. Pratiquement chaque phrase doit contenir un peu de la substance du roman, de ce pourquoi le roman a été écrit. Donc c'est pour ça que bon, c'est difficile de tenir ça sur 500 ou 600 pages. Alors que sur un roman court, on peut essayer de s'efforcer, d'être efficace et d'avoir des phrases qui ne soient pas des phrases gratuites. Autre chose, pas seulement le format, vous tenez aussi beaucoup à la forme. C'est absolument jouissif. Dans ce roman, on trouve le passé antérieur, le plus que parfait du subjonctif. Merci de nous avoir fait réviser la grammaire. C'est un drôle de choix. Oui, c'est un choix, c'est vrai, et vous faites bien de le dire que c'est un choix, c'est volontaire, c'est pas... dans la réflexion que j'ai menée avant d'écrire le livre, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait que le style soit en adéquation avec le propos. Et d'ailleurs, c'est ma conception de la littérature. Et donc, ce n'est vraiment, là encore, c'est pas anodin l'emploi de ces temps. Mon personnage fait un pas de côté. Et employer... Pas sur toutes les phrases, mais employer quand même assez fréquemment dans le livre des imparfaits du subjonctif, voire même des plus que parfaits du subjonctif, c'est aussi faire un pas de côté par rapport peut-être à la littérature actuelle où on a tendance à faire plus simple. Ça donne un effet, ça fait que le personnage, ça met une distance par rapport à l'histoire. On ne parle pas avec des plus que parfaits subjonctifs, c'est rare à l'oral. Donc, l'utilisation de ces temps, c'est vraiment prendre du recul par rapport aux faits, et c'est un peu comme au personnage, se mettre un peu en retrait et observer, et c'est une manière d'être en adéquation vraiment avec l'histoire. De la même façon, j'ai utilisé quand même assez fréquemment aussi dans le roman l'emploi d'incises entre tirets, parce que et avec quelques petites digressions comme ça, parce que le fait de faire une incise comme ça et d'avoir une digression, c'est aussi faire un pas de côté. J'explique quelque chose dans une phrase, je raconte quelque chose, et je me mets un peu aussi en marge. Je fais ce pas de côté en faisant une digression,
en racontant quelque chose un peu humoristique, et je reviens ensuite au propos. Donc toutes ces techniques-là, c'est volontaire et c'est vraiment pour servir le propos majeur du livre. On va voir si les lecteurs vous suivent comme le font certains personnages. Je ne veux pas spoiler dans les livres et nous allons pantoufler tous ensemble. Pantouflons, pantouflons pour un monde meilleur. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie.